Merci beaucoup. Merci déjà de m'accueillir ici pour vous présenter des retours d'expérience d'entreprise. Alors, Marques by Exegis, nous sommes un cabinet d'analystes stratégiques et de prospective dédié essentiellement à la compréhension de l'innovation et la transformation des entreprises avec le numérique. Ça ne se limite pas, bien entendu, aux entreprises du monde privé. Là, il va y avoir pas mal d'exemples que je vais citer qui sont plutôt issus du monde privé, mais aussi du secteur public. Et d'ailleurs, on travaille avec Jaya, parce qu'on a entendu le Parlement européen, on a entendu Pôle emploi. On travaille aussi sur des sujets qui sont liés au secteur public et comment le secteur public lui-même, en France, en fait, tire parti justement du numérique pour se transformer, pour innover, pour amener une meilleure expérience à la citoyenne, on va dire, et aussi pour simplifier. Il y a beaucoup de sujets qui sont liés à la simplification. On a entendu à ce terme, ne serait-ce que dans l'offre justement de Jaya, simplifier pour pouvoir justement mieux exploiter et tirer parti des solutions et des échanges d'interactions pour vous en ce qui vous concerne avec vos clients. Donc déjà peut-être un petit point quand on parle d'expérience client, quand on interroge, alors pour faire notre métier, on interroge des milliers chaque année de décideurs d'entreprises dans les directions métiers, dans les directions de systèmes d'information, direction d'innovation, direction du digital. Donc c'est très variable suivant les sujets qu'on couvre. Bien entendu, c'est le fruit de cette expérience-là qu'on restitue. Ce sont souvent des entretiens qui peuvent être assez qualitatifs parce qu'on va être avec des interlocuteurs qui sont en avance de phase. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de vous présenter justement qu'est-ce que font ceux qui, nous, on considère, en tant qu'analystes, un petit peu en avance de phase sur ces sujets, sur la thématique qui est liée à l'expérience client digitale, sachant que quand on dit expérience client digitale, on ne peut pas faire fi de la mettre dans un ensemble plus large qu'est l'expérience client, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des échanges physiques. Là, ici, on se retrouve, on échange, on interagit. Il y a du numérique. Il y a bien entendu des interactions qui vont se faire plutôt en présentiel et on ne peut pas, bien entendu, en faire abstraction. Alors déjà, peut-être quelques éléments un petit peu clés. On le vit au quotidien, donc je ne vais pas, je vais dire quelque part, inventer ou vous présenter quelque chose de nouveau là, ici, mais c'est juste pour resituer. C'est quand même le digital a vraiment obligé à repenser l'expérience client et les relations que nous avons avec les clients dans les échanges, que ce soit dans le domaine du B2B que dans le domaine du B2C. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Si on prend juste le domaine du commerce électronique ou de l'e-commerce en France, pour vous donner un petit peu des indicateurs, la FEVAD indique aujourd'hui que le chiffre d'affaires qui va être issu de l'e-commerce, c'est à peu près 100 milliards d'euros à la fin de l'année. C'est énorme en fait, mais c'est peu en même temps pour l'ensemble du commerce. Quand on dit l'ensemble du commerce, c'est toutes les transactions qui peuvent être effectuées et on est autour de 10%. En revanche, si on revient quelques années en arrière, c'était bien entendu pratiquement une dizaine d'années portion congrue. Et surtout, c'est que c'est la croissance. La croissance, elle est là. Elle est beaucoup plus effectivement présente sur ces interactions effectivement numériques que sur les interactions en fait physiques. Et quel que soit le secteur d'activité, que ce soit effectivement vraiment de la distribution, mais aussi aujourd'hui, quand on parle de retail, on va parler du tourisme, du voyage, de la banque aussi, on a du retail banking. L'industrie aujourd'hui est concernée dans l'agroalimentaire, donc tout le monde est concerné. Et bien entendu, cette expérience digitale va concerner aussi bien un certain nombre de sujets. On va démarrer, en fait, elle va être un enjeu différenciateur clé dans ce domaine-là, que ce soit les plateformes de communication ou les sites web de communication corporate, qu'il s'agisse bien entendu des sites de e-commerce, qu'il s'agisse des portails clients, on va avoir des applications mobiles. Maintenant aussi, on a l'IoT, les objets connectés, avec la montre et d'autres objets qui peuvent être d'interaction, en fait, par exemple en présentiel, de type borne interactive et autres. Donc, on va avoir un panel en fait de canaux qui sont à disposition. Il va falloir effectivement orchestrer justement pour que ça devienne un élément clé différenciateur, notamment juste en fait dans la captation de l'attention du client jusqu'à sa conversion et à son engagement. Parce que la conversion n'est pas non plus qu'une finalité. Ensuite, bien entendu, il faut qu'il s'engage, qu'il revienne, qu'il porte la bonne parole en fait de la marque aussi auprès des autres et donc de faire un effet de levier. Donc ça, c'est un premier point. Donc là, voilà, je vous ai donné quelques indications, tous les canaux notamment aujourd'hui qu'on a, et puis les contraintes que nous-mêmes on demande en tant que client. On veut du temps des réels, on veut de la formation en temps réel, et on peut devenir même en fait en tant que consommateur influer en fait sur les marques. Les applications de type YouCar que vous avez peut-être, que vous utilisez peut-être lorsque vous êtes en grande surface, qui vous permettent d'avoir de l'information sur des produits. Ça, c'est du temps réel. En fait, en temps réel, ça peut changer votre acte de vente, de dire ah bah tiens, je pensais acheter effectivement telle marque, et puis quand je regarde le produit, ah non, là, ça va pas du tout. En fait,
j'ai un risque pour ma santé, donc je vais éventuellement chercher une alternative. Donc on voit que ça vraiment transforme complètement la relation qu'on a avec nos clients et ça va changer derrière aussi les stacks technologiques, bien entendu, qu'on va utiliser. Parce qu'on ne peut plus, pour faire du temps réel, utiliser les stacks technologiques qu'on avait jusqu'ici par le passé. On va être obligé de s'approprier de nouvelles approches en termes technologiques et aussi on y verra dans l'organisation. Donc, on voit déjà ici des éléments qui sont liés à la personnalisation, on va y revenir, à la réalité augmentée, c'est-à-dire que le numérique peut aussi amener, dans certains sujets, se ouvrir, je parle dans l'immobilier, par exemple, des visites virtuelles. Donc, un ensemble d'éléments et de paradigmes qui font qu'on doit repenser aujourd'hui la manière dont on va concevoir derrière le site web, les applications dans lesquelles on va interagir avec le client. Et donc, le credo central, c'est que les organisations qu'on a ciblées, bien entendu, placent l'expérience client au centre de leurs attentions. Alors, juste sur 3 secteurs d'activité, je viens de parler du retail, en fait, de la distribution, donc dans le domaine qui est assez large, hein, au sens, chez nous, Marques, hein, qui n'est pas uniquement la distribution de détail, mais qui va englober en fait, aussi d'autres activités, secteurs d'activité, notamment les opérateurs de services, qui peuvent avoir des process qui s'y apparentent. Et on voit donc que effectivement l'amélioration de l'expérience client est passée en premier de leur enjeu, juste devant la meilleure connaissance du client. Alors on va voir que quand même, pour pouvoir améliorer l'expérience client, il faut connaître aussi le client. Donc ces enjeux-là sont en fait étroitement liés. On a parlé de données tout à l'heure, on va y revenir. Et ça va demander effectivement de capter des informations sur le client qui vont permettre justement de pouvoir mieux pouvoir interagir avec lui, notamment à travers une meilleure personnalisation ou contextualisation des échanges. Dans le domaine du tourisme et du voyage, c'est l'expérience utilisateur qui est très proche de l'expérience effectivement client. Parce que par l'expérience utilisateur, on va améliorer l'expérience client, on va permettre de l'optimiser. Je ne sais pas si, enfin, vous avez tous au moins peut-être une fois réservé des vacances sur un site comme Booking.com ou Expedia ou Kayak. J'en passe en fait. Moi, dernièrement, j'avais utilisé Booking.com. L'expérience que vous avez avec Booking.com, en termes d'expérience utilisateur, est quand même assez remarquable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il vous propose, il vous suggère, en fonction effectivement des appétences, de profils à peu près similaires à vous, à partir du moment où vous avez fait une sélection, ils vont même vous offrir, enfin vous proposer, pas vous offrir, ils vont faire des promotions éventuellement, mais avoir un lien. Et c'est valable, cette expérience utilisateur, en tant que moi, client, quand je réserve sur Booking.com, mais aussi de l'autre côté. Pour les hôteliers, par exemple, qui utilisent la plateforme pour me proposer des services. C'est valable dans les deux sens. Ça, il faut bien le resituer. Donc, ce qui permet, ce que j'offre effectivement comme expérience aux fournisseurs, va se retrouver aussi, bien entendu, en tant que moi, en tant que client. Dans le domaine de la banque et de l'assurance, un autre point, c'est que l'optimisation de l'expérience client est vue comme un facteur de performance et d'innovation à 2 niveaux. Là, je vous mets une statistique qui est issue d'une société qui s'appelle Derating. Je ne sais pas si vous les connaissez, alors c'est vraiment lié au monde bancaire, qui analyse un certain nombre de banques, donc il y a un panorama de banques, et qui donc établit un classement en fait d'évolution sur leur performance digitale. Leur performance digitale va passer sur un certain nombre d'indicateurs qu'ils regardent. Ils le regardent et ils voient l'évolution dans le temps. Et ils ont comparé un petit peu notamment les néobanques avec les banques un peu plus traditionnelles. Alors, les banques traditionnelles, si on compare il y a quelques années, étaient un petit peu en retrait. Les néobanques étaient effectivement meilleures sur la performance digitale. Les banques un peu plus traditionnelles sont en train de récupérer leur retard, puisque là, vous voyez dans le classement, vous avez Orange Bank en premier, juste suivi de BNP Paribas. En revanche, ce qui est clair, c'est que il y a 2 points essentiels. C'est que aussi bien une néobanque qu'aujourd'hui une banque un peu plus traditionnelle va améliorer sa performance à travers un certain nombre de canaux digitaux. Notamment ici, on voit les conversations, le conversationnel à travers des plateformes de chat. Vous connaissez Jingo, peut-être vous avez entendu pour Hello Bank. Pour Orange Bank, pardon. Et BNP Paribas aussi a fait un effort assez important à ce niveau-là. Moi, j'ai vécu une expérience alors dans le monde bancaire et dans le banque assurance et dans le cas d'un prêt il y a quelques années déjà, où une assurance en fait vraiment s'est différenciée en fait de ses concurrents justement par l'expérience client que j'ai eue avec eux, notamment sur les plateformes digitales. D'un côté, ma banque avec laquelle je travaillais me proposait au sein de ses services dans une autre direction d'avoir l'assurance complémentaire. Au bout de 3 semaines, on n'avait toujours pas de réponse. On a essayé, passé en direct, tout ça, etc. On a eu un temps de latence énorme. Le site web était complètement en décalage en fait, entre la réalité. On pouvait faire une demande, mais on n'avait pas de réception même par mail. Il y avait un cloisonnement complet en fait, entre les différents canaux d'interaction qu'on pouvait avoir avec elle. Au bout d'un moment, on a regardé la concurrence. On a fait le bouche à oreille.
Et puis, on a détecté qu'il y en avait un qui sortait un petit peu plus du lot. En 48 heures, on a pu avoir une estimation d'offres en fait, qui était associée. Et pratiquement, je dirais, dans les 48 heures suivantes, on avait un contrat qui était signé avec eux. Donc là, on voit très bien que je parlais de la captation de l'attention jusqu'à la conversion et à l'engagement aujourd'hui. Je vous parle de l'engagement, je pouvais citer cette société, donc cette assurance. Je vais en faire la promotion et j'en ai fait la promotion d'ailleurs autour de mon entourage ensuite pour des personnes qui étaient dans un cas similaire. Et là, très clairement, on a tout fait par Internet. Tout a été fait entre le site web, les échanges mails, il y a eu du vocal. La seule chose qui a changé, c'est un petit peu les interactions vocales, mais tout s'est fait effectivement de manière fluide et transparente et très simplement. Alors aujourd'hui, sur les banques, en l'occurrence, il n'y a pas une plus que l'autre qui superforme grâce au digital. En revanche, c'est un élément clé, effectivement, différenciateur entre elles, surtout que les coûts d'innovation sont très élevés. On voit aussi que sur les assurances, le digital et l'expérience qu'on peut avoir avec va devenir un élément différenciateur dans l'innovation. L'AXA a mis en place un système justement via chat entièrement robotisé grâce à l'intelligence artificielle qui permet en fait de donner des conseils en fait dans le domaine de l'assurance sans avoir une reprise en fait pratiquement humaine sur un premier niveau en fait d'indication. Alors ça, c'est le constat. Vous le vivez, vous l'avez vécu effectivement au quotidien. Et nous, ce qu'on constate, c'est pour ceux qui sont un petit peu en avance de phase, ils ont des approches un peu particulières et un peu différentes les unes par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on constate quand même? C'est qu'il y a des approches très variables d'une entreprise à une autre. Pour optimiser l'expérience client, ils vont tester, ils vont expérimenter. Tester et expérimenter, c'est-à-dire savoir, par exemple, je mets en place un nouveau bouton en haut, je fais pour très simple, une nouvelle fonctionnalité sur le site web. Mais avant de la mettre en ligne, je vais tester en interne sur mes plateformes, etc. Je vais voir comment ça fonctionne. Je vais tester si c'est accessible aussi via les applications mobiles, si c'est responsive design, sur tout l'ensemble des plateformes mobiles, etc., etc. Ça peut prendre un certain temps, en fait. Donc, ils vont faire des tests qui peuvent être automatisés en partie. Ils vont faire aussi des tests qualitatifs. Donc, ils vont réunir éventuellement des poules, où vous réunissez des poules de clients testeurs pour savoir si effectivement c'est pertinent et c'est en face des besoins qui sont attendus. Et puis d'autres vont faire des expérimentations un peu plus quantitatives, ce qui va sous-tendre derrière, bien entendu, d'avoir des solutions qui soient adaptées justement pour accélérer en fait, le process de test et d'expérimentation qui sont associés. Un autre point qui les différencie, c'est que souvent pour arriver à une expérience client optimale, il va falloir travailler sur les données. Et souvent, avant d'arriver vers ces projets-là, ils vont avoir besoin d'unifier en interne les données qu'ils ont à disposition, et notamment les données utiles. Or, ces données vont être très dispersées dans les organisations. Vous pouvez avoir énormément de départements, de services qui vont être appliqués dans la relation client et qui utilisent des plateformes parfois différentes de captation effectivement de ces données, de traitement et d'analyse de ces données. Il va falloir travailler en interne, donc ils ont une obligation de mettre, certains nous le disent, je veux créer d'abord un référentiel de données. Et ensuite, je vais pouvoir effectivement travailler sur l'optimisation de l'expérience client, puisque derrière certaines actions liées à l'optimisation de l'expérience client, j'ai besoin de ces données, notamment si on va parler de personnalisation ou des contextualisations des relations. Donc d'autres vont quand même garder ces silos de données, parce qu'on va toucher à l'organisation, donc là on n'est plus sur la technologie, même si la technologie, avec des stacks transverses, en fait, peuvent permettre peut-être de répondre à ces silos de données. Donc on va avoir vraiment, là ici on est plus dans l'organisation, en fonction du contexte de l'organisation, des approches qui seront obligatoirement différentes du fait de ce contexte particulier qui est lié à la donnée. D'autres vont effectivement plus particulièrement facilement recours à des solutions du marché pour les accompagner dans cette approche-là, parce qu'aujourd'hui, il faut être outillé. On ne peut pas optimiser l'expérience client, notamment digitale, si on n'a pas les outils à disposition qui sont adaptés. Ça, c'est effectivement aujourd'hui reconnu pour tout le monde. En revanche, ce qui se passe, c'est que sur certains périmètres, on peut ne pas avoir les outils correspondants sur le marché et donc on va plutôt privilégier des développements internes. Ou d'autres, par rapport au contexte qu'ils ont, vont privilégier effectivement de tout développer en interne, notamment sur des briques open source. Donc on va là aussi avoir des approches très différentes en fait sur le choix des stacks technologiques qui vont sous-tendre les projets d'optimisation de l'expérience client. Et puis donc, un dernier point, c'est lié au contenu lui-même. C'est-à-dire, bien entendu, derrière tout ça, on a du contenu.
là, quand même, on est avec Jaya sur une plateforme de CMS à l'origine, donc qui a vraiment, je dirais, pour objectif d'améliorer le traitement, la création et la production et la diffusion de contenu. Et là aussi, les approches vont être différentes selon la typologie de contenu qui va être poussé, mis en avant, utilisé, sachant que le contenu est de plus en plus clé, justement, aussi dans l'optimisation de la relation client, où va être un élément clé dans la captation de l'attention, dans la conversion aussi du client et dans son engagement ensuite, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, auprès de prospects potentiels. Donc là, en fonction de cette typologie-là aussi, il va y avoir des approches différenciées. En revanche, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a 4 points qui les réunissent. 4 points qui les réunissent, où on voit que ceux qui sont en avance de phase, un peu plus matures sur la thématique, vont effectivement se converger. Déjà, ils ont des équipes dédiées qui vont être vraiment dédiées à l'optimisation et surtout au contenu, à la gestion, à la production du contenu, à travers donc des content factory ou des digital factory, parfois les deux parce qu'elles peuvent les combiner, c'est-à-dire qu'ils vont travailler effectivement de concert. Donc là, dans l'organisation, ils ont identifié clairement en fait des structures, des équipes qui vont être mobilisées en fait sur ce registre-là. L'autre point, effectivement, ils ont une particularité dans leur contexte d'affaires. C'est-à-dire que souvent, leurs produits, les services qu'ils vont vendre, ils ont des process assez courts dans les cycles de vente, en fait. Et ce sont des produits, je ne vais pas dire banalisés, mais pour lesquels, d'ailleurs, il y a une très grande concurrence, on peut avoir des actes d'achat, entre guillemets, non réfléchis. Donc, ils ont des contraintes, en fait, très, très fortes qui sont liées à leur contexte d'affaires. Lorsqu'on achète une voiture, par exemple, on va avoir un process qui est long, un prix qui est quand même important, pareil pour un prêt immobilier. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, on ne va pas se retrouver dans des situations un petit peu similaires aujourd'hui que ceux, justement, qui ont ces process courts, plutôt non réfléchis, en fait, au niveau de l'acte d'achat dans leur modèle, effectivement, économique. Un autre point, c'est qu'ils vont aujourd'hui porter effectivement leur attention sur des solutions. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, j'ai vu l'outillage, et ils savent qu'il faut qu'ils soient outillés et que leur outil doit aussi inclure dans cette dynamique, leur permettre d'optimiser cette expérience digitale. Donc il faut qu'ils soient à la recherche d'outils, s'ils ne les ont pas déjà déployés en fait en interne, qui va les aider dans ces dynamiques-là. Donc la notion d'outillage en fait aujourd'hui est très importante pour eux. On le reverra aussi sur l'analyse de la donnée, en l'occurrence, parce qu'il est en lien étroit en fait associé. Et puis néanmoins, ils vont effectivement aussi avoir un besoin donc justement de simplifier l'optimisation. Ils vont l'ouvrir éventuellement aujourd'hui à d'autres contextes. Alors, le contexte qu'il y a, c'est que souvent les outils du marché vont leur permettre d'accélérer effectivement ces projets d'optimisation de la relation client, mais souvent ne sont pas effectivement suffisants pour couvrir toute l'expérience digitale. Et on voit les acteurs du marché aujourd'hui s'intéresser plus largement à toutes leurs problématiques et aller plus loin que uniquement la partie digitale. Et donc, qu'est-ce qu'on conçoit? C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a 4 piliers aujourd'hui qui ont été identifiés, notamment par ces sociétés un peu plus matures en avance de phase, sur l'optimisation de l'expérience client digitale. Il y a un pilier qui est lié à la personnalisation, un autre au test et à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, d'améliorer mon expérience, il faut que je teste, il faut que j'expérimente. À l'expérience utilisateur, donc là c'est la relation et l'interface en fait, on va dire entre guillemets homme-machine qui va se mettre en place, et puis justement l'analyse des données et tous les projets qui y sont associés. Là vous avez un petit exemple notamment du Club Med qui grâce à la personnalisation en fait, du site web a permis d'augmenter sur sa page d'accueil en fait, le trafic. Et on verra même un petit peu plus loin en fait, ici avec Accor aussi Hôtel, qu'Accor Hôtel a permis aussi en améliorant l'expérience client digitale, d'augmenter les revenus qui sont associés sur son site web. 85% des décideurs qu'on a interrogés aujourd'hui donnent un rôle clé à la personnalisation dans l'expérience client digitale. Ce qui sous-tend derrière, bien entendu, qu'il faut qu'on ait les données utiles qui soient à disposition pour améliorer cette personnalisation. Cette personnalisation va de plus en plus s'intégrer. Si on place le merchandising, je ne sais pas si vous connaissez cette notion, c'est-à-dire que vous cherchez effectivement sur le site web, sur le site de e-commerce, sur le portail client, en fait, une information, et elle va être couplée carrément maintenant, aujourd'hui, avec des interactions de type chat. C'est-à-dire qu'on va coupler, c'est-à-dire que si on ne trouve pas, tout de suite, ça va être intégré dans une conversation interactive, peut-être avec un robot dans un premier temps, voire avec une reprise humaine, en fait, dans un second temps. Donc là, j'évoquais le Club Med tout à l'heure, donc vous avez quelques exemples qui sont donnés donc, sur le rôle de la personnalisation pour le Club Med dans le domaine du voyage.
qui est un élément vraiment aujourd'hui différenciateur clé pour tous les voyagistes, mais qu'on va retrouver dans d'autres secteurs d'activité, pas uniquement en fait dédiés au voyage. La mise en place aussi de tests, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour les plateformes digitales. C'est-à-dire qu'avant de faire évoluer mon site web, je vais essayer de tester. Donc aujourd'hui, 100% des décideurs qu'on a interrogés vont tester sur la partie user-side. C'est-à-dire que là, le site web, comment il fonctionne, comment il interagit. Peu en fait sur la partie, ou moins du moins sur la partie effectivement server-side. C'est-à-dire quel est l'impact en fait sur mes serveurs, sur les stacks en fait technologiques qui soutiennent en fait ou qui sont sous-jacentes en fait à mes applications en fait un peu plus front-end. Ce qu'on voit aussi émerger, alors le sujet, c'est que si on le fait évoluer sans qu'il y ait une adhérence très forte entre la partie user-side et server-side, on peut avoir bien entendu à un moment donné des fonctionnements qui ne soient pas complètement optimaux. Donc on peut avoir une dégradation en fait, du service qui va être rendu à l'utilisateur. Donc soit les tests doivent être portés sur les deux systématiquement, mais vous comprenez que quand on fait porter les tests sur les deux, on va à un moment donné limiter le temps et on va être rentré dans des cycles plus ou moins longs qui ne sont pas compatibles avec les temps aujourd'hui qui sont demandés en fait dans les améliorations par les métiers, dans les organisations et par le client en fait final. Donc on voit aujourd'hui des changements au niveau des architectures qui sont en train de se mettre en place pour essayer de décorréler le plus possible en fait la partie, enfin qu'il y ait le moins d'adhérence possible entre la partie user-side et la partie en fait server-side, notamment avec des notions de type headless. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ou le CMS découplé. C'est peut-être des sujets qui vont être abordés lors des sessions aujourd'hui, où quelque part, on va avoir un autre mode d'architecture en fait au niveau des sites qui vont interagir au niveau digital avec le client ou le consommateur, ou voir le citoyen si c'est dans le secteur public, et être moins dépendant en fait, derrière des plateformes en fait, technologiques, notamment des serveurs qui les hébergent. Un autre point qui est très important, c'est les expérimentations qui sont mises en place. Alors, on va parler de tests, et on est de plus en plus vers la notion d'expérimentation. C'est-à-dire l'expérimentation, on peut carrément la faire en temps réel aujourd'hui. On va expérimenter un nouveau service, on appelle une feature, en fait, sur le site, quasiment en temps réel. Et puis, en fonction des résultats, on va l'adapter pratiquement en temps réel. Donc, vous comprenez que ce que je vous ai évoqué précédemment sur la notion de headless, par exemple, va être très, très clé aujourd'hui pour essayer d'avoir le moins d'adhérence possible avec, justement, le back-end et pour pouvoir mettre en place ces approches, en fait, de type expérimentation sur tous les touchpoints. Quand je dis tous les touchpoints, ce n'est pas seulement le site web, c'est voir comment le site web aussi interagit sur des environnements mobiles et des environnements mobiles qui sont multiples. On voit que tous les OS en fait, mobiles aujourd'hui peuvent avoir une incidence et que bien entendu, il est très difficile d'être 100% compatible, mais encore quand vous le vivez au quotidien, il y a peu de sites qui sont, je ne parle pas des applications mobiles, je parle bien de l'accessibilité via un mobile d'un site web, par exemple via un moteur de recherche, et puis on arrive sur le site effectivement de l'entreprise. Et dans beaucoup de cas aujourd'hui encore, il y a la notion de responsive design n'est pas du tout à niveau par rapport à l'attente que nous avons. Et surtout, si on a un petit écran, un grand écran, il y a des écrans en fait très disparates. De même, on va avoir toutes les touchpoints. On peut avoir, bien entendu, de la reprise vocale. On peut avoir aussi de la borne interactive en présentiel, même s'ils sont peu aujourd'hui déployés. Et puis demain, on va avoir les objets connectés, comme je viens de l'évoquer. Donc, il faut être en capacité, dès lors qu'on met un nouveau service, que le client puisse interagir en fait avec celui-ci sur n'importe quel type de point de contact qu'il va interagir en fonction de son contexte, s'il est en présentiel, s'il est chez lui, s'il est dans la rue, s'il est dans les transports. Donc peut-être quand on est dans les transports avec des enjeux en fait de communication qui ne sont pas les mêmes que si on est effectivement chez soi avec du très haut débit. Un autre point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est sur la donnée. La donnée a un rôle clé aujourd'hui, notamment si on veut personnaliser et contextualiser les relations. Et on voit qu'ici, 76% donc, des décideurs que nous avons interrogés la placent effectivement au cœur en fait, de la personnalisation des interactions. Et plus particulièrement pour ça, il faut s'orienter vers des nouvelles technologies, vers des nouvelles approches, notamment à base de programmatique, celles-ci sont déjà en place, et de plus en plus en fait, vers le recours à l'intelligence artificielle. Qui dit de la donnée dit aussi bien entendu la capter en amont. Et aujourd'hui, on voit des changements. Alors, on est en Europe, la France plus particulièrement, on a des enjeux réglementaires, donc on est obligé aussi de le faire dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'en conformité avec la législation, notamment le RGPD, mais il y a aussi l'e-privacy qui sont là et qui changent un petit peu aussi la manière dont les
clients vont interagir avec vous. On a fait une étude il y a 2 ans justement sur The Customer Data Challenge, donc le challenge de la donnée dans les relations avec le client, et on commençait à voir au niveau des directions marketing, vente, commerciale et de relations clients un changement, une prise de conscience qu'ils ne pouvaient plus capter la donnée de la même façon qu'ils le faisaient jusqu'ici. Donc il va falloir peut-être le faire avec transparence, bien entendu en étant conforme avec la législation, en indiquant clairement aux clients qu'est-ce qui va être, comment on va utiliser de données, pour quel usage en fait qui sont derrière. Donc de nouveaux enjeux qui sont apparus ici, et quelque part la technologie aussi peut quand même aider. Donc il faut le voir le beau côté en fait aussi du service qui peut être rendu dans cette logique-là. Je parlais d'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui toutes les données qu'on a à disposition sont trop nombreuses pour pouvoir le faire de manière humaine. Donc il faut que quelque part aussi, on puisse automatiser en fait l'analyse, le traitement en fait qui soit associé ensuite à ces données, à partir du moment où on les a captées en étant en conformité, comme je viens de le dire, avec les attentes des clients et la législation. Pour, je dirais, pratiquement terminer en fait la session, il y avait un autre point que j'avais évoqué, c'est le contenu. Le rôle clé du contenu justement dans les relations avec et les expérimentations qu'on peut faire et l'optimisation notamment de l'expérience client. On a identifié 3 en fait, points dans des entretiens qu'on a menés dernièrement qui permettent en fait à ces entreprises un peu en avance de phase de mieux tirer parti des contenus qu'elles mettent à disposition pour améliorer l'expérience client. Déjà, en interne, c'est améliorer tous les processus de validation et de contrôle qui sont associés au contenu. Aujourd'hui encore, elles ont beaucoup de process qui sont manuels, qui sont associés, et notamment si certains de ces contenus doivent aussi eux-mêmes, j'ai parlé de la donnée qui doit être en conformité, mais aussi vous avez des contenus qui doivent être en conformité. Vous en demande de la banque, vous ne pouvez pas en fait mettre à disposition n'importe quel contenu. Il y a des éléments sur lesquels il faut que vous validiez en fait que le contenu soit en conformité avec les législations, avec notamment vos entités juridiques. C'est valable aussi dans le domaine agroalimentaire. Donc on a des secteurs d'activité qui sont fortement astreints notamment à la réglementation, qui encore ont des process très manuels en interne et qui quelque part vont être freinés par une mise à disposition par exemple, de contenu en quasi-temps réel ou en temps réel. Ils ne peuvent pas le faire du fait justement d'une organisation pas tout à fait en fait adaptée et aussi derrière de solutions encore qui ne le permettent pas de le faire. C'est-à-dire qu'une solution aujourd'hui un peu plus transverse avec des process notamment de validation qui sont intégrés dedans pourrait les aider et les accompagner dans cette dynamique-là. Ceux qui sont en avance de phase ont déjà effectivement sauté le pas sur ce point-là. Améliorer aussi la production. Donc là, on est dans les process plutôt de création de contenu et après dans la production et la diffusion de ces contenus. Les grands groupes internationaux vont avoir des problématiques de diffusion locale, donc ils vont créer un contenu en fait en corporate et ensuite il faut pouvoir le dupliquer, le réexploiter de manière rapide au niveau des entités qui sont plus locales. Donc ça peut être des problématiques de langue, ça peut être aussi les enjeux qui sont liés au format, à la culture aussi, parce qu'il faut qu'effectivement intégrer des éléments culturels un peu plus locaux. Donc il faut quelque part au niveau central, centraliser un certain nombre de processus dans la diffusion de ces contenus et en même temps laisser une certaine latitude en fait en local et certaines plateformes technologiques aujourd'hui le permettent et peuvent les accompagner dans cette dynamique-là. C'est pour ça qu'en l'occurrence, effectivement, ils s'astreignent en fait à celle-ci. Et puis, bien entendu, il faut intégrer les nouveaux contenus. Produire du contenu non plus statique, tel qu'on le voyait jusqu'ici. On est tous confrontés un petit peu à ça, mais qui soit enrichi par le client lui-même. Alors ça demande effectivement d'autres possibilités. Donc là, ici, si on revient, que ce contenu ensuite va être validé, s'il est enrichi par le client, vous comprenez que là, on doit être dans un process assez vertueux et assez rapide. Et obligatoirement, on va avoir besoin d'aide et d'accompagnement sur ce sujet-là. Il faut aussi, bien entendu, qu'il soit personnalisé. Sur un site de e-commerce, la personnalisation, j'ai parlé du search engine tout à l'heure, le search engine va aussi guider en fonction de votre persona sur des produits sur lesquels vous aurez une plus grande affinité, mais ça peut être valable dans d'autres secteurs d'activité. Je parlais de la banque et de l'assurance tout à l'heure. Et puis, bien entendu, il va falloir utiliser des nouveaux formats comme la vidéo. La 5G arrive. Je lisais une statistique hier sur la 5G qui va a priori accélérer en fait la consommation de contenu de type vidéo. Donc il va y avoir une appétence encore plus forte. Alors après, ça peut poser d'autres enjeux. La vidéo aussi est très consommatrice en termes énergétiques. Donc il y aura sans doute un effet de balancier, c'est un autre sujet. Mais qui est clair que les nouvelles possibilités qui sont offertes par le très haut débit vont changer la donne aussi dans la consommation en fait aujourd'hui des contenus. Et un dernier point. Nos entreprises que nous avons interrogées aussi n'hésitent pas à recourir en fait à des modèles de solutions technologiques qui s'appuient sur le cloud computing.
On a vu qu'il faut de l'agilité, il faut aller vite. On peut avoir des variations aussi dans le temps, notamment si on parle de la vidéo en termes de contenu assez importante, et que les serveurs qu'elles ont chez elles et les modes d'hébergement en fait, qu'elles ont aussi jusqu'ici ne sont plus tout à fait conformes avec les exigences en fait, qui sont souhaitées. Donc elles regardent avec attention en fait, les prestataires qui ont cette capacité de pouvoir offrir des solutions en mode cloud ou en mode SaaS. Donc là, on voit un chiffre, notamment plus particulièrement sur la gestion des processus documentaires et des contenus, plus internes à l'organisation. Et là, de manière plus générale, les données statistiques que nous avons sur le marché des solutions dédiées à l'expérience client. Alors, ça va au-delà, bien entendu, des solutions ici qu'on explique, puisqu'on va intégrer les solutions de CRM, les solutions des plateformes de e-commerce, les plateformes aussi de ce qu'on appelle le Customer Interaction Management. Mais déjà sur ce marché, si on prend en fait tous les éditeurs de logiciels qui sont acteurs en France, c'est un marché qui est évalué à un peu plus d'1 milliard d'euros, et ben pratiquement, en fait, on est aujourd'hui à 75%, 74%, je crois, effectivement, dans le lot, 76%. Et je suis trompé même sur le chiffre, 76% qui est en mode SaaS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs proposent ces solutions en mode SaaS et elles sont demandées, en fait, en mode SaaS aussi par les entreprises qui les consomment. J'ai fait à peu près le tour. Je crois que je suis dans les temps sur les enjeux Madame, qui j'ai sont une associés. question. Très bien. Tu as beaucoup parlé d'optimisation, de personnalisation. Ce sont des mots qui sont venus de façon récurrente dans ta présentation. Oui. Comment faire une personnalisation sans que cette personnalisation devienne intrusion? Alors ça, c'est un vrai débat parce qu'on retrouve sur la donnée, quelque part. De toute façon, pour personnaliser, il faut de la donnée, ça c'est clair. Enfin, le débat, donc, il faut de la donnée, il faut la capter. Alors, il y a déjà des données qui sont utiles, il y a des données, ce qu'on appelle le RFM. Où est-ce qu'on met la frontière, en fait, quand on personnalise et que ça devient intrusif? Comment peut-on juger de Je crois ce que qu'il là, faut c'est aller? avec une discussion. Alors, c'est un vrai débat parce que c'est récent, ça, quand même. Ça, c'est depuis récent je crois que le RGPD a vraiment changé la donne à ce niveau-là. La prise de conscience aussi des soucis de données qui partent vers comment dire, des grandes failles de sécurité qu'il y a eu sur des grandes plateformes internationales, en l'occurrence. Donc, font que le client s'interroge aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire de mes données, qu'on va les consommer? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Donc déjà, il faut le rassurer. Déjà, sans qu'il y ait effectivement d'intrusion, c'est le rassurer. Le rassurer que l'entreprise qu'on fait, déjà notre site, il n'est pas perméable parce qu'il y a aussi toutes les problématiques de hacking, de piratage en fait de données qui sont derrière ce sujet-là, qu'on n'a pas évoqué là. Donc déjà garantir en fait qu'il y a tous les... Alors, on ne peut pas mettre 100%, on ne peut jamais garantir à 100%. Que toutes les précautions soient prises afin que Mais ce voilà, soit sécurisé. que ce soit sécurisé. Donc la partie sécurité, donc on est sur le registre de la confiance, et la confiance, en fait, quelque part, va se décliner sur, voilà, moi en tant qu'entreprise, voilà tout le code de conduite que je suis, quelque part, dans ce sujet-là. On peut aussi, aujourd'hui, les organismes qui vont auditer ou mettre en conformité, ou assurer que un code de bonne conduite est bien suivi. Donc ça peut être un label, les certifications. Donc là, moi, je pense que la certification, je travaille sur d'autres sujets qui sont liés au cloud computing, et il est très clair que les acteurs du cloud aujourd'hui recherchent de plus en plus cette notion de certification. C'est ce que nous avons fait chez Jaya avec la certification ISO 27001, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc il y a la certification, on voit, qui va contribuer à la confiance. Et puis après, il faut être très transparent. Je parlais de la transparence, la confiance, c'est pas la transparence en fait. Et assurer cette transparence, c'est pas le dire, mais c'est aussi le faire. Il y a toujours la notion, en fait, le décalage entre le dire et le faire. Là, il faut vraiment qu'il y ait une accordance en fait qui soit associée. Et peut-être pas tout capter. Nous, on l'a vu dans l'étude sur le Customer Data Challenge, il faut pas prendre toutes les données, il faut prendre les données utiles. Donc, quelles sont les données utiles? Donc, il y a tout un travail à faire en interne, identifier quelles sont les données utiles qui vont justement contribuer à à personnaliser, mieux personnaliser, et qui, quelque part, répondent à 80% des attentes. Et qui vont servir à quelque chose. Très bien. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non. Merci, Mariam. Merci.